Sunday Production. Avant, c'est vraiment du stress, c'est vraiment une résilience. T'es dans ton confort en France. Donc déjà, arriver et de poser mon pied en Antarctique, même pas au début de l'expédition, mais en Antarctique, c'était déjà une victoire. Et après, c'est sûr que quand l'avion, le petit Twin Otter, il te dépose et puis il part à l'infini, et que là, tu te retournes autour de toi, tu vois rien, et tu dis, là, ok, je suis là, et maintenant, faut y aller. Et là, c'est incroyable. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'Ultra Trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Pierre Edan aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour. Écoute, je suis ravi d'échanger avec toi parce que j'ai plein de questions de par l'exploit que tu viens de réaliser et l'aventure dans son ensemble que tu viens de réaliser. Donc, je suis vraiment ravi de te recevoir sur le podcast Ultra Talk. Alors, pour la petite anecdote, au moment où on se parle, au moment où on a lancé les enregistrements avec Pierre, je viens tout juste de me casser le bras et je me suis excusé hier en fait. J'ai envoyé un petit message à Pierre en disant écoute, je m'excuse, je t'ai mis un beau lapin aujourd'hui, mais c'est hors de ma volonté puisque je me suis cassé le bras au moment où on devait se parler et je suis à l'hôpital et j'attends le diagnostic du chirurgien. Et donc voilà, on est 24 heures après. Pour la petite anecdote également, je n'ai pas de casque sur les oreilles parce que Pierre a été témoin de ma tentative de mettre un casque à une main. Ouais, c'est comique, ça prend un peu de temps, mais bon, c'est pas grave, on arrive à faire ça. Donc de ne pas tourner ça au ridicule, on a lancé l'enregistrement comme ça. Donc bonjour Pierre, bienvenue sur le podcast Ultra Talk. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour les auditrices et auditeurs, te présenter ? Ouais, merci beaucoup Arnaud, en tout cas pour l'invitation et pour la micro-présentation. Donc je m'appelle Pierre Edan, j'ai maintenant 26 ans. Et il y a quelques semaines de ça, je suis parti en Antarctique pour réaliser une expédition en solitaire. Je suis parti des côtes internes du continent antarctique, d'un point qui s'appelle Hercule Inlet, pour une expédition qui devait durer entre 50 et 53 jours pour atteindre le pôle sud, donc en autonomie totale, sans assistant, donc sans voile de traction, rien du tout, juste à la force des bras et des jambes. Alors, projet que tu as réussi, tu vas nous en parler. Mais avant qu'on rembobine un petit peu l'histoire et qu'on fasse connaissance avec ton passé d'aventurier ou de sportif, ou peut-être ni l'un ni l'autre, comment t'es venue l'idée d'aller au pôle Sud à pied ? Ouais, c'est vrai que c'est vraiment la question du mais pourquoi tu veux faire ça en fait? T'es fou ou je sais pas quoi. C'est un peu une accumulation de beaucoup de choses. Alors, c'est clairement pas un rêve de gosse. Alors, je suis pas né à 50 ans, c'est-à-dire que je me suis pas dit, allez, demain je pars au pôle Sud. Voilà, quand j'étais petit, je voulais être astronaute, pompier. Enfin voilà, j'ai rêvé comme tous les enfants, je pense. Et en fait, j'ai la chance d'avoir un peu de famille savoyarde. Moi, je suis breton, donc c'est vrai que la montagne ou le milieu polaire, c'est pas trop chez nous, quoi. Nous, à 2 centimètres de neige, toute la Bretagne est bloquée, tout le monde panique, rien ne va plus. Donc non, j'ai découvert le milieu de la montagne quand j'étais petit, parce que j'allais tout le temps à la montagne l'été. Et mes parents ont eu cette intelligence, ou en tout cas la volonté de nous faire découvrir beaucoup de choses. Tous les étés, en fait, chacun devait choisir une activité à faire. Donc ça pouvait être du canyoning, du parapente, juste de la course, de la randonnée. Donc très jeune, en fait, on a eu cette appétence pour la découverte, pour notre curiosité un peu sportive et intellectuelle. Et quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent de par l'apprentissage que j'ai fait, j'ai gagné du coup cet argent. Je me suis financé des expéditions en alpinisme pour monter en compétences au fur et à mesure, faire des voies de plus en plus difficiles, des voies un peu emblématiques. J'ai fait le Mont Blanc, même si les aficionados diront que c'est pas très technique, mais c'était voilà un beau projet bien emblématique. Je suis parti en Afrique pour faire le Kilimandjaro. Et un peu par hasard, en fait, j'ai un ami qui m'a proposé, voilà, de par des rencontres en expédition, de partir en Laponie et d'aller essayer de vivre cet environnement. Et c'est vrai que je suis tombé complètement amoureux en fait de ce milieu qui, pour moi, contrairement à la montagne, que j'aurais plus une notion de sprint, dire monter sur des camps de base, redescendre, s'acclimater, etc. Là, il y a une résilience et une intégration de l'environnement que je trouve beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que si une expédition elle dure 48 jours, c'est 48 jours de marche, 48 jours où il y a cette pression mentale, etc. Il n'y a pas forcément ce repos qu'on peut avoir dans un camp de base. Et je trouvais ça assez intéressant, mentalement
plus enrichissant, ou en tout cas une expérience que j'avais pas vécue. Et donc, en fait, quand j'ai fait mes premières expés, je me suis dit, ouais, c'est vraiment là-dedans que je veux essayer d'évoluer. Donc, en Laponie, après, je me suis entraîné, j'ai fait une formation de guide polaire pour monter en compétences, parce que comme pour la montagne, tout s'apprend et c'est des milieux qui restent assez dangereux. Et de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas l'Antarctique? Au début, avec la fougue de la jeunesse, à mes 22 ans, quand j'ai commencé le projet, c'était surtout pour essayer de battre un record, une performance. Puis après, on en parlera, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense que j'ai grandi, j'ai aussi mûri grâce à ce projet et ça voilà, a créé un vrai projet d'équipe, un projet qui pour moi est beaucoup plus grand qu'un simple record. Et donc pour ça que je suis fier d'être avec toi aujourd'hui pour en discuter. Ouais, on parlera de tout ça. C'est une très belle introduction, une très belle présentation. Et puis, c'est vrai, effectivement, il y a eu, nous, on va se concentrer sur le fait que tu aies pu marcher seul, sans voile de traction, effectivement, jusqu'au pôle sud et du point interne, effectivement, de l'Antarctique. Mais il y a eu effectivement cette ascension du Mont Blanc, du Kilimanjaro, la traversée du Groenland, les tests hivernaux en Laponie. Alors la Laponie, on peut en parler puisque j'ai eu l'occasion, moi, à 2 reprises d'aller me confronter au froid avec mon vélo dans des températures qui sont entre moins 10 et moins 40 affichées. Donc un ressenti bien plus en fonction du vent. Et donc cette formation de guide polaire, alors effectivement, elle est nécessaire dans ces endroits-là, puisque on parle de survie quand on tombe sur des températures comme celle dont on vient d'évoquer, un moins 30, un moins 35, où tu es en autonomie, tu es dans ta tente, il faut te réchauffer tes extrémités, te faire à manger, monter ta tente, la démonter. Donc il y a une vraie notion de survie et cette formation de guide polaire te donne une boîte à outils, en fait, une boîte à outils pour justement traverser les endroits les plus hostiles de la planète où l'être humain ne peut pas vivre, avec un peu de confiance, justement, avec cette boîte à outils qui te permet, en fonction de ce qui se présente à toi, de pouvoir trouver la bonne solution. J'ai une pensée notamment pour Stéphane, qui m'avait accompagné, moi qui était mon guide polaire, qui vit en Laponie d'ailleurs, pas très loin d'Inari, de Nord Exploration, qui m'avait accompagné justement à travers ça. Il avait cette formation de guide polaire et c'est vrai que tu es quand même hyper en sécurité quand tu vois à côté de toi un type qui a son petit badge sur le cœur ou sur l'épaule qui marque guide polaire. T'es quand même rassuré quand tu as ce personnage-là à côté de toi, justement, pour affronter ce grand froid. C'est pas mal, surtout le côté, en fait, pour les gens qui connaissent pas forcément le milieu polaire, c'est aussi de se dire, qu'est-ce qu'on peut ressentir à moins 30, qu'est-ce qu'on peut ressentir à moins 40, parce que c'est vrai que, ok, on met un tiret devant un chiffre, mais est-ce que ça parle vraiment aux gens? Et en fait, faut essayer de trouver le parallèle en France qu'on peut avoir plus facilement C'est dur, ça. quelle est la différence entre un 0 degré, parce que généralement on dit tous les 20 degrés, il y a un monde qui change. 0 degré, ça commence à geler. Alors chez nous en Bretagne, là tout le monde commence à paniquer, c'est horrible. 20 degrés, on est plutôt content, c'est on va dire à peu près la température que les gens peuvent avoir chez eux. 40 degrés, là on est tous chez nous, on évite de sortir, c'est aride, voilà, des problèmes. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. Moins 20, ça commence à être compliqué, on commence à vraiment se poser des questions. Moins 40, tout est difficile à faire, quoi. Ouais, Et il a fallu apprendre à évoluer là-dedans. Et puis ce qui est difficile, c'est d'expliquer le ressenti. C'est-à-dire que tu expliques à quelqu'un en disant moins 25, moins 30, si tu enlèves ton gant en 2 minutes, tu as le bout du doigt qui va commencer ça va commencer à te pincer. Très clairement, tu vas plus le sentir. C'est difficile, cette sensation, quand tu ne l'as pas connue, de la comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez difficile d'expliquer quel parallèle tu peux faire, toi, avec les gens justement qui vivent en France. Est-ce que dans tes formations, tu as pu appréhender ça ? Oui, alors, pour vraiment avoir le ressenti et que les gens puissent s'imaginer, je dis généralement, dans votre frigo, il fait, allez, 1, 2 degrés. Dans votre congélateur, il en fait moins 18. Donc, il faut regarder la tronche de ce qui sort du congélateur, de voir comme quoi c'est vraiment tout dur et que rien, enfin voilà, c'est complètement différent déjà dans le congèle et qu'il faut imaginer que parfois c'est 2 fois plus froid que dans le congélateur. Donc là, on peut vraiment s'imaginer ce qui se passe. Ouais, c'est une bon parallèle, je m'en souviendrai, je te remercie. Et puis ce que je peux comprendre, c'est qu'effectivement, après avoir fait différents projets, différentes aventures en Laponie, une fois que tu maîtrises cet environnement de froid, il ne fait pas tellement plus froid au pôle sud, en tout cas dans les températures dans lesquelles tu es allé te confronter, que le froid qu'il peut faire en Laponie en plein hiver. Donc je peux comprendre qu'après avoir maîtrisé, ou en tout cas, je ne sais pas si on peut vraiment maîtriser le froid, mais en tout cas mieux l'appréhender que quelqu'un qui n'est pas formé, ce projet fou puisse naître. Mais d'ailleurs, justement, parle-nous de ce projet.
avec le nom que tu lui as donné? Et surtout, à quel moment est-ce que tu pourrais nous partager, si tu t'en souviens, mais je suis persuadé que tu t'en souviens, à quel moment tu t'es dit, allez, je vais marcher jusqu'au pôle Sud? Ouais, alors ce projet-là, il a du coup démarré quand j'avais 22 ans. Donc comme je t'ai dit, on avait voilà déjà fait quelques petites expéditions en Laponie. Voilà, j'appréhendais un peu ce froid justement, et ça a été alors l'anecdote est pas forcément si folle, mais dans une soirée un peu alcoolisée avec ce fameux ami en disant bah tiens, allez pourquoi pas se lancer ce défi. Voilà, la Laponie, on a vu un peu ce que ça pouvait être. Après, très clairement, notre première aventure en Laponie, rien n'allait, hein. Nos sacs à dos étaient lourds, tout était trempé, on était parti en raquette alors que on s'enfonçait dans la poudreuse. Enfin, voilà, il y a plein d'erreurs et en fait se dire, bah, pourquoi pas se lancer des défis, mais en sachant qu'il va falloir passer par plein d'étapes, plein de jalons intermédiaires. Et en fait, c'est passer, et je pense que c'est ça aussi la clé de tout projet, c'est passer d'un rêve et de le transformer en un objectif. La vision est assez différente. Un rêve, c'est quelque chose qu'on va se dire, bah voilà, ce serait cool de le faire, ah ouais, ce serait génial. Un objectif, c'est bon, maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour l'atteindre? Et juste de changer de mentalité et de passer dans, OK, maintenant, c'est mon objectif, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'atteindre, mais je vais réfléchir à toutes les étapes par lesquelles je vais devoir passer. Et là, on avance. Parce que pour rejoindre la question que tu y avais avant, c'est la Laponie. Donc, on arrive à évoluer dans cet environnement-là. Mais l'Antarctique, le Groenland, ce sont des îles Landsys. C'est des très grands glaciers gigantesques où il n'y a absolument rien. En Laponie, on peut encore avoir des arbres, on peut voir de la faune, on peut voir de la flore. On voit énormément de choses. Là-bas, il y a une notion de solitude, une notion de tempête, une notion de aucun repère temporel qui est quand même assez différente. Aucun repère aussi de distance. Ça veut dire qu'il y a des journées où on va marcher pendant 10 heures et on va avoir l'impression d'avoir fait 100 mètres. Donc voilà, il y a aussi tout un apprentissage en plus à faire que j'ai fait grâce à des personnes plus expérimentées que moi, par de l'apprentissage, par des expériences personnelles. Et ouais, là-dessus, ça a été hyper enrichissant. Et Pierre, pourquoi le pôle Sud et non pas le pôle Nord? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà parce que le pôle Nord, pour ceux qui peuvent connaître un peu ce milieu, est pour moi encore plus extrême. Ouais, clairement. Le pôle Nord, il y a la notion déjà d'ours, il y a la notion d'être sur une banquise, donc avec de l'eau en dessous, donc ça crée de l'humidité en plus du froid, quelque chose d'encore plus prenant. Il y a aussi le fait de devoir potentiellement passer des chenaux d'eau, donc de devoir passer enfin, de nager ou d'avoir des canoës. Donc il y a, voilà, il y a une notion d'extrême qui est encore plus fort dans le milieu, enfin dans le milieu plutôt nord, et hémisphère nord, qui n'a moins en Antarctique. C'est-à-dire que, bien sûr, l'expédition en Antarctique était quand même très complexe et demandait un certain niveau dans tous les cas. Mais voilà, il y avait une notion de sécurité qui, pour moi, en plus, à 22 ans, quand je me suis lancé ça, l'idée, c'est pas d'aller se suicider dans un truc, quoi. C'est d'essayer de le faire quand même en sécurité, de se dire qu'il y a des backups possibles. Aujourd'hui, le pôle Nord, pour ne pas le citer, Vincent Colliard, qui est un ami que je salue, qui a voulu le faire et avec les problèmes politique avec la Russie, n'a pas pu faire le pôle Nord. Voilà, on n'a pas du tout le même niveau. Lui est explorateur professionnel qui voilà, s'entraîne depuis des années et des années pour faire ça. Aujourd'hui, si on fait le pôle Nord, il y a un vrai risque mortel qui est quand même beaucoup moins vrai en Antarctique. Ouais, on salue d'ailleurs Vincent hein, qui est passé sur le podcast Ultra Talk il y a quelques semaines et qui, à quelques jours près, alors que toi tu étais dans ton aventure, lui, ce que vous vous êtes croisés là-bas, hein, vous vous êtes croisés au pôle Sud, c'est original pour dire j'ai croisé un ami la dernière fois, vous vous êtes croisés au pôle Sud. Lui a battu le record de vitesse, hein, c'était son objectif, comme tu l'as dit, c'est un aventurier professionnel. Et donc, effectivement, pour revenir sur le pôle Nord et le pôle Sud, je te rejoins entièrement. La particularité aussi, c'est que le pôle Nord est en mouvement, c'est-à-dire que tu peux faire 3 km en avançant dans la direction du pôle Nord de jour, tu te reposes la nuit et tu as reculé de 8 km quoi, quand tu te réveilles le lendemain. Donc il y a une notion de persévérance qui est différente, une notion de danger où tu peux passer à l'eau, surtout avec le réchauffement climatique, il y a ce risque-là, il y a l'ours blanc également. Donc je peux comprendre ce choix de pôle Sud. Et entre le moment où vous avez décidé de ce défi fou lors d'une soirée alcoolisée, il s'est passé combien de temps entre ce moment-là et le moment où tu poses le pied en Antarctique? C'est passé 4 ans, 4 années de 4 ans. préparation. Donc ça a été, voilà, tu dis 4 années de préparation, c'était ma question suivante. Donc c'est 4 années focus sur ce projet. Quand je dis focus sur ce projet, c'est établir un BP, parce que créer un projet comme ça, c'est comme monter une petite entreprise, je l'imagine. Donc, ça veut dire quel va être le budget nécessaire pour réaliser le projet,
de combien de personnes, sur quel type de compétences on a besoin de personnes pour nous accompagner à réaliser ce projet. Comment est-ce que tu as bâti ce projet? Ouais, c'est vrai que c'est énormément de choses. Je te rejoins complètement sur la notion de créer une entreprise. Alors moi, j'ai pas créé une entreprise, j'ai créé une association. Mais c'est Oui, mais vrai que ouais. c'est... Enfin, tu vois, le parallèle pour moi, c'est dans le projet. Il y a des personnes qui créent des entreprises pour sortir un produit Hmm. ou un service d'ailleurs. Et en tout cas, je fais le parallèle entre le temps, l'énergie, la croyance, l'engagement et l'intention entre une entreprise où il y a un objectif qui est vraiment là pour le coup business, hein, financier, et le mode associatif que l'on a en France qui permet d'avoir ce support pour récolter des fonds pour la réalisation d'un projet comme celui-ci. Ouais, ça a été vraiment quelque chose de clé, surtout que, comme je te dis, le fait d'avoir créé une association, moi, en fait, j'ai commencé ce projet donc à mes 22 ans, j'allais rentrer en école d'ingénieur. Donc là, on dit 4 ans plus tôt, on est en 2024, 4 ans plus tôt, normalement, ça doit faire écho à pas mal de monde, 2020. Donc je commençais mon école d'ingénieur, moi je suis la génération Covid, c'est-à-dire que j'ai passé mon école d'ingénieur en slip dans ma chambre devant mon PC. Très clairement, c'est ça. Donc en fait, il a fallu aussi à un moment donné, moi, avoir un projet, quelque chose qui me permettait d'avancer. Alors je faisais de l'apprentissage, ça me permettait donc d'être en entreprise à l'école, mais il fallait aussi trouver un moment pour pouvoir créer ce projet-là. Donc je me suis dit, bah, il faut que je me rapproche d'associations entrepreneuriales ou en tout cas de choses qui pourraient m'aider. Et en fait, bah, le fait qu'il n'y ait pas cette notion forcément de business, alors il y avait forcément un business plan, il y a forcément une raison d'être des choses qui vont être créées, mais c'est vrai que les professionnels qui ont voulu m'aider au départ, bah, savaient pas trop en fait comment m'aider parce que voilà, il n'y a pas forcément de recherche financière. Moi, je suis en mode, bah voilà, je veux trouver mon budget. Une fois que j'ai le budget, bah c'est bon quoi, j'ai pas besoin de plus, je vais pas m'enrichir là-dessus quoi. Et il était en mode, bah oui, mais enfin, le but c'est quand même voilà, de faire de l'intérêt, potentiellement de chercher des investisseurs. Je dis, bah oui, mais moi, mes investisseurs, ils sont peut-être pas là pour gagner de l'argent, mais on peut peut-être y gagner plein d'autres choses. Et c'est vrai que bah, du coup, ça, au début, ça a été, enfin, j'ai fait quand même 3-4 formations entrepreneuriales, etc. Et il n'y en a qu'une seule qui vraiment a dit, OK, bah, on a une personne chez nous qui fait des projets un peu particuliers, qui est très humain, c'est un ancien militaire, et voilà, qui bosse maintenant avec plein de jeunes, qui essaie de faire de la formation, qui a peut-être moyen qui vienne t'aider. Donc cette personne-là, elle s'appelle Patrice Valentin, et elle travaille donc avec des jeunes sur une association en Bretagne qui s'appelle Irvine, pour aider des jeunes qui sont plus ou moins passifs, compliqués, et donc vraiment pour retrouver du sens. Et donc, lui m'a appris énormément de choses, m'a permis de structurer mon projet. Alors, je l'avais déjà très en tête, hein, et puis lui, il connaissait pas plus que ça le milieu polaire, mais ça a permis en fait d'avoir déjà une première personne qui croyait en ce projet avant même que je commence à en parler à mon entourage. Ça, c'est hyper motivant, ça. Et c'est ça, et puis l'idée pour moi, c'était en fait de pouvoir présenter ça à ma famille. Très clairement, à 22 ans, on dit à ses parents qu'on veut partir en Antarctique, alors qu'on vit en Bretagne, on n'est pas plus montagnard que ça ou quoi que ce soit. C'est un peu, bah, pourquoi tu as envie de faire ça, quoi. Et le fait d'avoir eu aussi cette personne-là qui pouvait juste me dire, bah, moi j'y crois, maintenant on va travailler pour que les gens te prennent au sérieux. Ça a vraiment permis de démarrer le projet, quoi. Et démarrer le projet, est-ce que quand on démarre un projet, on ne commence pas dans un premier temps par lui donner un nom? Et tu vois où je veux t'emmener en fait, c'est tout Je simplement vois ma question, c'est exactement. est-ce que tu peux nous partager cela et moi j'ai effectivement sur votre site, tout est bien expliqué, très bien expliqué, le site est très bien fait d'ailleurs. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez eu cette réflexion autour du nom et quel est-il? Le nom, on l'a pas trouvé tout de suite. Au début, le projet devait s'appeler le projet Dreamwell. Le Dreamwell, ça veut dire horizon en breton. Donc on s'était dit, voilà, on veut essayer de montrer cette notion d'horizon, cette notion d'objectif à atteindre, de trouver des manières de l'atteindre. Et en fait, c'est un de mes guides qui m'a présenté l'histoire de l'Antarctique. J'ai aussi appris, en fait, à travers ce projet-là, à comprendre tout ce qu'il y avait pu avoir derrière. Et du coup, après une des formations, je me suis vraiment identifié à l'histoire du pôle Sud, l'histoire d'Amundsen et de Scott, deux explorateurs britanniques et norvégiens qui ont été en concurrence pour atteindre le pôle Sud. Et donc, c'est Amundsen qui rejoindra le pôle Sud en premier. Mais il y a une notion de coopération, il y a une notion d'entraide en Antarctique qui est très forte. Là, eux, ces deux entités, ces deux expéditions, ont dû à un moment donné s'entraider ou en tout cas récupérer les données, le matériel de l'un pour réussir à ramener des choses. Et le Scott et son équipe sont morts sur le retour, malheureusement. Mais les Norvégiens sont retournés pour essayer de retourner les chercher. Donc il y a vraiment une notion de coopération qui est moins vraie au pôle Nord, avec d'autres histoires où les gens se sont plutôt mis des bâtons dans les roues. Et en fait, cette notion de coopération, je m'en suis beaucoup identifié. Et donc, j'ai décidé d'appeler l'expédition Pôle Aim,
qui veut dire la maison du pôle. Donc, c'est la première toile de tente qui a été installée au pôle sud par Roald Amundsen. Donc, c'est un peu le symbole du Grand Sud, le symbole de la toile de tente inaccessible et voilà, le rêve. Puis je trouve que c'est hyper motivant aussi de mettre un peu d'histoire dans son projet et tous les efforts nécessaires, parce que là on parle en 1911 et j'ose imaginer tout le matériel, en tout cas quand je dis le matériel, c'est le matériel dont tu as eu besoin pour toi accéder à cette aventure, le textile nécessaire pour rendre aussi le projet possible, qui n'était pas du tout le même en 1911, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'un respect incroyable pour ces hommes-là qui, avec du textile qui n'était pas celui qu'on a aujourd'hui, des moyens qui ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui, et un froid probablement un peu plus aigu, ont eu l'audace de se lancer dans ce genre d'aventure. Et je trouve que mettre un peu d'histoire dans le projet en 2020, quand tu t'es lancé, je trouve ça aussi très motivant. Ouais, et puis l'idée est vraiment, tu vois, j'aurais pu appeler mon expédition. Quand j'ai commencé, l'objectif était très clairement de devenir le plus jeune à atteindre le pôle. Donc, tu vois, j'aurais pu être dans cette notion de recherche du record, quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai aussi été bien entouré là-dessus en me disant, bah écoute, c'est très bien que tu veuilles faire ça, mais est-ce que c'est pas quelque chose de plus grand, quelque chose de plus intéressant que tu veux faire que simplement Est-ce que écrire ça a une du ligne? sens? Est-ce que Voilà, ça a ça, du sens? Ouais. ça a du sens, mais ça a été aussi important que, alors, ça a un chemin aussi intérieur. Aujourd'hui, moi, même le record, ça a été presque une coïncidence parce que quelqu'un de plus jeune est parti en même temps que moi, au final, en Antarctique. Et malheureusement, alors je promets, c'est pas de ma faute, mais cette personne-là a dû abandonner pour des raisons médicales. Mais voilà, donc en fait, je suis même devenu un peu malgré moi et c'est un peu le contre-pied, c'est se dire, bah voilà, j'avais un objectif. Maintenant, on a réussi à faire quelque chose de plus beau. L'historique qui est derrière, ça permet aussi de rattacher vraiment à quelque chose de très concret, de sortir de simplement une performance physique, parce que de l'extérieur, on peut dire, voilà, c'est waouh, vraiment une performance physique. Tu fais 1150 km ou 1130 km seul en tirant ta Puka qui fait 125 kg. Waouh, quel exploit sportif! Bah ouais, mais en fait, moi, si je marche pendant 48 jours, j'ai pété un plomb au moins 8 fois d'affilée, quoi. Et le physique, il n'a pas beaucoup joué là-dessus. Ça aide, mais c'est pas ça la finalité du truc. Donc, c'est Ouais, d'essayer de donner une dimension plus grande à un projet. et c'est important, et si on parle du plus jeune, effectivement, comme tu l'as dit, alors le plus jeune avant toi, on l'a également reçu sur le podcast Ultra Talk, c'était il y a très longtemps, et depuis il a parcouru un chemin incroyable, il y a un lien aussi très particulier avec l'Antarctique, dans l'endroit dans lequel il est encore, je crois, hein, avec son expédition, qui est Mathieu Torder, qui était avant toi donc le plus jeune à avoir atteint le pôle Sud. Alors Mathieu est quelqu'un d'extraordinaire, d'extrêmement gentil. Euh, Est-ce que tu as pu échanger avec lui justement? Est-ce que tu as pu avoir des informations, des astuces, des conseils? Parce que quand on ne connaît pas le pôle Sud, il y a tout un mécanisme à mettre en place, que ce soit en termes d'autorisation, en termes de sécurité, pour se lancer dans un tel projet. Ouais, on a été en lien assez rapidement, en fait, parce qu'il était, alors, lui, il est normand, moi, je suis breton, donc il y avait forcément une petite rivalité, c'était sûr. Non, non, je l'embrasse, Mathieu, c'était vraiment très sympathique. La première fois que je l'ai rencontré, il faisait une conférence à Saint-Malo, près de là où j'habite. Donc moi, j'étais parti en vacances, mais je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Donc j'ai fait 4 heures de route en moto dans un sens, 4 heures de route dans l'autre pour retourner voir mes amis. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille le voir et que voilà, j'en parle avec lui. Et c'est vrai que bah, maintenant, c'est une personne qui est devenue de plus en plus médiatisée. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent le voir, qui lui posent des questions. Donc je pense qu'au début, et ça paraît tout à fait légitime, il n'a pas forcément pris le projet au sérieux parce que je pense que beaucoup de gens ont dû dire, moi aussi, je Doivent veux le le faire. solliciter, ouais. Et voilà, et quand on s'est eu au téléphone juste avant que je parte, il m'a dit, mais tu sais, quand tu m'as envoyé un message, vous étiez 8 Français à vouloir le faire. Et c'est vrai que bah, avec du recul, tu te dis, bah oui, enfin, c'est sûr que voilà, moi je suis une personne médiatique et voilà, lui beaucoup, alors c'est normal qu'il y ait tout cet engouement Bien aussi. Et sûr. puis c'est d'un côté cool que les gens puissent venir le voir. Donc on a beaucoup échangé, mais j'ai aussi surtout beaucoup échangé avec Jérôme Brisbourg, qui est un autre Français, qui lui a fait le Grand Chelem des expéditions et qui a fait le pôle Sud alors, en équipe avec des personnes, mais qui est passé par la voie d'Amundsen. Et en fait, à la base de mon projet, je voulais passer par la voie d'Amundsen, par le glacier qui s'appelle Axel Heiberg, parce qu'il y a encore du matériel qui est resté figé dans la glace d'Amundsen, il y a encore tout cet historique. Après, bah, malheureusement, sur des questions financières, j'ai pas pu pouvoir financer ça. Mais voilà, Mathieu, on a pu échanger ensemble. J'ai surtout eu des échanges très techniques avec Jérôme, où là, j'ai passé des heures et des heures au téléphone et en visio. Mais oui, c'est important de pouvoir voir en amont, euh, enfin, de comprendre en amont quelle philosophie je vais devoir avoir en Antarctique. C'est aussi pour ça que le Groenland était très important.
et d'avoir des retours d'expérience, mais des retours d'expérience de plein de gens, des gens qui ont fait du guidage en Antarctique, des gens qui ont fait du guidage ailleurs. Voilà, d'avoir vraiment de, des expériences d'anciens pour réussir, moi, à me forger ma propre expérience et pouvoir aussi me dire ce matériel-là serait plus adapté pour moi, peut-être pas celui-là, etc. Et à me faire ma propre idée de ce que pourrait être l'Antarctique. L'Antarctique, c'est vrai que c'est un nom qui, moi, me fait rêver, hein, très clairement, d'accéder au pôle Sud. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quelques jours seulement après que Vincent Colliard ait réussi son exploit, donc je l'ai félicité, bien évidemment. Et puis, en même temps que vous étiez sur ce morceau de glaçon, comme tu dis, en même temps que vous étiez dans l'Antarctique, j'ai un ami à moi qui est Omar Di Felice, un cycliste italien, qui lui tentait de traverser à vélo l'Antarctique, et pour la deuxième année consécutive, malheureusement, il a échoué. Et donc, j'ai posé la question à Vincent Colliard en lui disant, écoute, voilà, on me pose souvent la question, c'est quelle va être ma prochaine aventure après avoir été au Cap Nord à vélo au plein hiver. Une fois que tu es dans le froid, c'est vrai que ça crée une ambiance et tu as envie d'y retourner très clairement. Et je dis à Vincent, est-ce que tu penses qu'il est possible d'accéder au pôle Sud en vélo? Est-ce que tu penses que demain, si je dis je monte un projet, une aventure pour tenter d'accéder au pôle Sud à vélo, comment tu l'imagines? Vincent m'a dit, c'est un beau projet, mais pour moi, ce n'est pas réalisable. Ou alors, il faudra avoir des conditions mais idéales, mais pendant toute la durée du projet. Sinon, tu t'enfonceras et tu devras tracter. Et avec un vélo, c'est juste pas possible. En vélo, Ouais, c'est incroyable. Parce que justement, alors, on s'est rencontrés, je l'ai vu à son point de départ parce qu'il est parti, je crois, la veille de mon départ avec son vélo et je m'étais dit, waouh, mais dans quoi il s'embarque? C'est un truc de fou. Et quand j'avançais, je voyais des traces de vélo devant moi à certains moments. On s'entrecroisait parce que l'idée, c'est pas non plus de suivre les traces, mais bien sûr. voilà, on s'entrecroisait de temps en temps. Je disais, mais en fait, il avance. Moi, j'arrive pas à le rattraper. Et alors, on m'a dit, après, j'ai vu sur le petit livre qu'il y a à Phil Corner, donc il y a un point où il y a une piste d'atterrissage de secours pour les avions, donc un point où, un peu quand même emblématique par lequel Intermédiaire, ouais. on passe. Et je me suis dit, il a quand même réussi à aller jusque-là. Et ouais, j'ai appris que malheureusement, il avait dû faire demi-tour. Et en même temps aussi, pour en avoir discuté avec le staff, il le voit vraiment pas comme un échec. Ça, je trouve ça génial parce que la première année qu'il avait fait, il avait vraiment vu comme un échec parce que pas réussi à aller aussi loin qu'il aurait voulu. Et en fait, comme je suis plutôt de l'avis de Vincent, je pense que il n'a pas fait le 86e, 87e, 88e, qui sont donc le degré sud, C'est qui ça. sont vraiment pour moi la chose la plus critique. Et j'aurais pas imaginé pouvoir vivre ça à cause des tempêtes, des sastrugies, des crevasses. Ça a été vraiment un délire. Et je pense qu'en ce serait très, très, très compliqué à faire. Mais de réussir déjà à aller jusqu'au 86e et de se dire, je dois faire demi-tour parce que voilà, je suis sans doute arrivé à la limite, je trouve ça déjà juste incroyable, quoi. Et C'est ça aussi qui est d'avoir beau, hein. C'est ça c'est ça, aussi et qui est d'avoir beau dans une voulu y aventure, hein. retourner l'année d'après pour Exactement. se dire, je veux y aller. En fait, c'est aussi ça la magie qu'on peut avoir dans ce genre d'expédition, c'est que moi, tu vois, je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Le côté de la jeunesse, ça sera forcément battu un jour, c'est le principe d'un record, mais c'est d'avoir pu rencontrer aussi toutes ces personnes-là. Et en fait, voilà, pour moi, ça a été un rêve de gosse. J'ai encore le petit bleu, le petit jeune qui est là, qui se dit waouh, je vois plein de gens de fous. J'ai assisté à l'arrivée de Vincent Colliard au pôle Sud. Il est arrivé 4 jours après moi. Par contre, il est parti un mois après moi. Je veux dire, mais c'est juste un truc de fou de le Ouais, voir ça doit être des arriver de nulle moments. part. C'est des moments de dingue, ouais. Tu vois un point à l'horizon qui grossit, puis c'est Vincent qui est là et qui accède au pôle Sud. Mais c'est vrai que pour revenir à Omar, c'est vraiment une sage décision, effectivement. Et pour avoir discuté avec bon nombre d'aventuriers et d'explorateurs, des vrais, parce que voilà, il y a des tas de personnes aujourd'hui, en 2024, c'est très facile, hein, de se prétendre aventurier ou explorateur. Mais je te parle des gens de votre trempe qui ont vécu des choses incroyables. Une expédition qui est réussie, c'est aussi rentrer en vie. Tu vois, c'est ça. Ça aussi, faut avoir cette lucidité de dire, bon, alors là, stop, en fait. Je suis à la limite de la limite. C'est pas raisonnable et j'engage ma vie ou c'est pas jouable et faire demi-tour. Et voilà, on a une pensée pour Omar qui, pour la deuxième fois, a tenté. C'est vrai qu'Omar, il a participé à 2 reprises à mes aventures, à mes épreuves sur Race Cross France. Il en a remporté une avec brio et je discutais déjà avec lui il y a 3 ans de cela et il me parlait de ce projet qui était en préparation. Et Omar est un cycliste italien qui a vraiment des partenaires qui sont derrière lui depuis longtemps, qui lui font confiance. Mais Omar, quand tu discutes de vélo avec lui, pour lui, il ne fait pas du vélo, il met en avant les marques et à travers ses projets, justement, il est bien accompagné. Donc voilà, je voulais juste te parler de ça et de cette période
qui était très concentré, où vous étiez tous justement en train de marcher, on vous suivait à distance, c'était très très beau. Et pour revenir aussi sur le sens de l'opération et de l'expédition que tu as montée, ce qui transpire sur ton site, c'est même pas c'est ce qui transpire, c'est que c'est très clairement écrit ton objectif, et je dirais même votre objectif, parce qu'après on parlait de l'équipe que tu as constituée et qui t'a accompagné, c'était l'envie d'innover, de transmettre et de rassembler. C'est bien ça? C'est ça, exactement. En fait, quand j'ai commencé vraiment le projet, je me suis entouré déjà de gens meilleurs que moi. Alors déjà d'un point de vue plus sur la gestion d'un projet, avant même de commencer à réfléchir à quel métier j'aurais besoin autour de moi, etc. Et en fait, la première question qu'on m'a demandé, c'est pas comment l'idée t'en est venue, mais c'est pourquoi tu fais ça. Donc j'ai commencé à expliquer un peu le cheminement que je te dis. Je dis non, pourquoi tu fais ça? Généralement, il faut 3 ou 4 pourquoi pour arriver à la bonne raison, hein. C'est ça. Et puis c'est tu fais ça? Voilà, j'ai envie de faire ça et tout. Non, mais pourquoi tu fais ça? C'est ça, c'est exactement les quatre. Et je pense qu'il y en a même peut-être eu plus. Et en fait, c'est vrai qu'en réfléchissant, tu te dis, le pourquoi, tu l'as déjà au fond de toi. Mais ce qui est difficile, c'est d'exprimer. Et moi, je suis quelqu'un qui est plutôt très humain, qui aime, je pense que tu l'as compris, aller rencontrer les gens, parler de leur expérience, etc. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, en fait, moi, ce qu'il me faut, ce que je veux, c'est pouvoir transmettre, partager avec des gens. Et de par mon métier, de par ma volonté aussi de rendre ce projet-là utile, je me suis dit, il faut qu'on arrive à innover, de trouver peut-être des nouvelles solutions, de tester des choses, parce que juste partir en Antarctique, c'est déjà très bien, mais si en plus on le fait pour un but qui est beaucoup plus grand que nous, c'est mieux. Et c'est pour ça que, par exemple, je me suis rapproché du CHU de Rennes. Je me suis dit, voilà, moi j'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin d'avoir quelque chose d'assez scientifique et d'assez carré, parce que c'est ma manière de faire. Il y en a qui sont plutôt empiriques. Moi, j'ai besoin de calculer, d'aller analyser les choses. Peut-être qu'on peut, d'un côté, vous pouvez m'aider à m'entraîner, à essayer de monter en compétences physiquement et tout, mieux comprendre mon corps. Et moi, en fait, je peux peut-être faire quelque chose pour vous là-bas. Et en fait, ils se sont dit, nous, ça nous intéresse. C'est vrai qu'on a beaucoup de données sur la haute montagne médicale, avec Yves Remond, tout ça, qui m'ont aussi aidé pour des formations sur le grand froid. Mais en fait, le milieu polaire, on a très peu de données. Et du coup, on aimerait bien savoir si toutes ces données médicales de la haute montagne, on peut les transposer au milieu polaire. Et ça pourrait aussi nous aider, par exemple pour les diabétiques ou d'autres personnes, à soit les faire aller dans ce genre d'environnement, soit pour des personnes qui peuvent avoir des séquelles dans ce genre d'environnement, d'aller sur de la traumatologie, etc. Et donc d'aller dans la meilleure récupération. Donc tu vois, je te dis ça pour ton bras, ça sera peut-être utile un jour. Et du coup, ça a enclenché aussi un mécanisme derrière, de se dire, moi je suis jeune, donc je ne peux pas prétendre apprendre des trucs aux gens, en tout cas de par mon expérience, encore moins dans le milieu polaire. J'ai pas d'argent, en tout cas j'ai pas à me plaindre, mais je suis pas là, je vais pas pouvoir payer tout le monde des milliers des cents. J'ai quand même envie d'être entouré de personnes, dans le sens où je veux pas juste me former moi pendant toute une vie pour au final, quand j'aurai 60 ans, peut-être me dire que je suis capable de partir. En fait, j'ai besoin d'être entouré et de vivre ça avec des gens pleinement. Et de me dire, peut-être que si vous rejoignez l'expédition, on vivra quelque chose de fou et peut-être que ça vous sera utile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une équipe de près de 15 personnes sur Ouais, le c'est ce que projet, j'allais des dire, c'est professionnels. impressionnant, hein. Quand on va sur le site et qu'on voit effectivement les photos de toutes les personnes qui t'accompagnent dans ce projet, c'est solide, quoi. On sent qu'il y a une vraie motivation, une vraie équipe. C'est pas une personne qui part seule réaliser son projet, mais il y a un vrai travail d'équipe et forcément, toi, tu es la partie visible de l'iceberg, si je puis dire, aujourd'hui. Mais derrière, il y a toute une équipe qui ont permis de rendre la chose possible. Et ça aussi, c'est une source de motivation dans les moments difficiles que tu as probablement dû connaître. Tu vas nous en parler après, mais de se relever, de continuer, de garder le moral et de rester positif. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment moteur, déjà dans les moments difficiles, ça c'est sûr, parce qu'en fait, on n'est plus dans se dire, ouais, je le fais pour moi, et si c'est dur, je peux abandonner. Il y a eu un moment, en fait, où quand j'ai commencé vraiment à avoir des gens qui travaillaient autour de moi, je pense à Coralie Vaugeois, qui est ma diététicienne. Elle a vraiment commencé à travailler, on a commencé à imaginer des expéditions d'entraînement, etc. Financièrement, je commençais aussi à avoir des partenaires économiques. Là, je me suis dit, tu es en haut d'un toboggan. Maintenant, soit tu te lances dans le toboggan et tu dois aller jusqu'au bout, soit tu redescends par l'escalier. Il n'y aura pas de honte à faire demi-tour, mais le jour, si tu continues d'avancer aujourd'hui, tu dois y aller. Et ça a vraiment toujours été la mentalité. Il y a de plus en plus de gens qui sont arrivés autour. Alors ça permet de pouvoir aussi décharger mentalement, se dire, j'ai besoin par exemple d'un préparateur mental, j'ai besoin d'un kiné, j'ai besoin d'un préparateur physique. On va pouvoir leur délester une certaine charge, mais ça va surtout nous permettre de nous recentrer sur les points très importants de l'expédition. Et donc il y a forcément un lien de confiance qui est obligatoire. Ça aussi, on le ressent à travers le site qui est très bien fait.
Et puis au moment donc 2020 où tu décides de lancer ce projet, comment est-ce que tu t'es préparé jusqu'au jour J? Est-ce que ça a été crescendo? Est-ce que dès le départ, tu t'es mis en condition physique? Est-ce que tu as suivi un programme d'entraînement? Comment est-ce que ça s'est passé au niveau santé physique, on va dire, pour aborder l'aventure en pleine possession de tes moyens? Alors sur toute la partie plutôt technique, donc il y a toute l'équipe qui peut aider voilà, sur tout l'aspect prise de recul, conférence, recherche de financement, etc. Il y a aussi du coup tout l'aspect technique. Là, on va dire que c'était moi plus quatre personnes. Donc il y a mon préparateur mental, coach mental même plutôt. Donc c'est aussi de la performance mentale, mais ça va être aussi sur tous les à côté, sur les stress, sur tout ce qu'on peut avoir. Il s'appelle Gérard Vaillant, qui travaille en fait aussi avec euh, pas mal de monde du Vendée Globe. En Bretagne, on est plutôt côté voile. Il Côté y a voile, ouais. énormément de similitudes sur la notion de casse du matériel, sur les blessures, sur les doutes, sur le financement, sur plein de Sur la choses. solitude aussi, ouais. Et sur la solitude, exactement, dans un environnement qui est complètement pur. Là, c'est l'eau, elle est sous une forme différente, elle n'est pas liquide, mais c'est la même chose. Et donc, très rapidement, j'ai commencé à m'entraîner d'abord physiquement avec le CHU. Sauf qu'en fait, là, ils m'ont donné, eux, des objectifs à atteindre qui étaient théoriques, médicales, mais sans forcément avoir quelque chose de très crescendo. Et en fait, un peu par hasard, du bouche à oreille, hein, le projet, c'est quasiment que ça, c'est que des poignées de main. J'ai une personne qui m'a envoyé un message qui s'appelle Adrien Martineau, qui est devenu après mon préparateur physique, qui m'a dit, bah voilà, j'ai appris que tu n'avais pas de préparateur physique. Moi, j'ai envie de me lancer dans le projet. Bah, est-ce que ça t'intéresse qu'on se rencontre? Donc, ça s'est fait un peu comme ça pour tout. Lui connaissait un kiné du sport vraiment spécialisé sur le domaine physique et sur les blessures physiques, blessures sportives. Donc, bah, on a commencé aussi à bosser derrière. Coralie, pareil, on a bossé ensemble. Et donc, depuis à peu près 3 ans, j'étais en lien avec les premières personnes de l'équipe, donc sur cette préparation-là, avec bien sûr une très grosse accélération sur les 2 dernières années. En même temps, on a commencé à faire de la cryothérapie avec Kémy Joki, donc qui est à Montgermont à côté de Rennes. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'entraînement, donc que ce soit physique, donc du cardio, beaucoup de musculation pour réussir à avoir une ceinture abdominale très forte parce que bah, faut réussir à les tirer, les 125 kilos, surtout dans la neige quand la neige est bien molle. Il y a eu l'objectif d'avoir aussi une désensibilisation par rapport au froid. Quand on va dans une salle de cryo qui fait -110, l'objectif de rester, alors, c'est pas non plus l'objectif de rester le plus longtemps possible, mais déjà 5 minutes, c'est pas trop mal. Donc voilà, on a vraiment crescendo monté en compétences, monté en effort, en intensité. Et ouais, le jour où je suis parti en Antarctique, je me suis dit, bah, je suis peut-être pas prêt, parce que de toute façon, je suis jamais allé là-bas, donc je pourrais le savoir qu'en arrivant. Mais au moins, on a donné le meilleur de nous-mêmes, et donc si on n'arrive pas, bah, voilà, on aura fait de notre mieux. Et à quel moment, Pierre, la date, enfin en tout cas, parce que je crois que tu peux pas tenter le pôle Sud n'importe quand dans l'année, hein. De ce que j'ai pu avoir comme information, il y a des créneaux très précis, tu demandes des autorisations, tu reçois une autorisation et tu peux te lancer. Mais à quel moment le projet en fait a pris, alors je ne veux pas dire pris forme parce que vous l'aviez lancé, mais à quel moment il a eu une position dans le calendrier? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Vraiment de se dire quand est-ce que tu te dis, OK, je pars. Là on part, ouais, tout à fait. Alors, déjà, 4 ans en amont, j'avais déjà contacté les entreprises et les autorités qui peuvent te permettre de partir en Antarctique. En leur disant, bah voilà, j'ai ce projet-là, maintenant, par quoi il va falloir que je passe pour vous convaincre. Ça passe aussi déjà depuis pas mal de temps par ça. Par contre, bah, il faut à un moment donné montrer qu'on est capable, donc ça passe par des expéditions, faire comme dans ce qu'on appelle dans la haute montagne une liste de courses pour montrer, bah voilà, on a fait toutes ces courses-là, donc on en va en être capable. Moi, je l'ai su à peu près 6 mois avant que j'allais pouvoir partir, parce qu'il y a aussi des notions budgétaires, hein. Il y a Bien aussi sûr. beaucoup de personnes, en réalité, très clairement, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui seraient capables de faire l'Antarctique, parce qu'un Norvégien qui vit là-bas depuis toujours, on lui apprendre ce que c'est le froid, je pense que j'ai rien à lui apprendre. Mais réussir à créer une équipe, réussir à trouver ce budget, réussir à être aussi résilient au fur et à mesure de toutes ces années, ça fait aussi partie du projet. Et donc, ouais, 6 mois avant, j'ai vraiment eu le top départ en me disant, bah, j'ai les fonds, si j'arrive à finir le Groenland, parce que 6 mois avant, je ne l'avais pas encore terminé, la capacité de le faire. Et du coup, petite anecdote, j'ai appris au Groenland que l'Antarctique c'était à travers mon Iridium Go, donc par message satellite. J'ai reçu un mail en me disant Salut Pierre, on sait que tu es au Groenland, félicitations, tu es quasiment arrivé, l'Antarctique est à tes portes. Le moment d'émotion inoubliable dans une vie. Ah bah là, ouais, c'était génial.
Là, j'ai enquillé 50 bornes dans la même journée, non, c'est faux, mais j'ai été vraiment trop, trop heureux, ouais. Ouais, c'est génial. C'est pour ça, ce que tu viens de dire, en fait, me ramène à ce qu'on se disait en début d'échange, c'est-à-dire le fait de ce projet, c'est comme créer une entreprise, hein, c'est-à-dire il faut que tu aies de la résilience, il faut que tu y crois, il faut que tu constitues, que tu recrutes une équipe, que tu montres que tu es capable. C'est un peu comme une levée de fonds, on va dire, pour les personnes qui veulent créer leur start-up et lever des fonds pour justement accélérer. Donc il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Et en parlant de budget, je ne sais pas si tu as la possibilité de le faire ou pas, mais sans nous donner précisément le montant, mais quelqu'un qui se dit aujourd'hui, qui nous écoute, qui a déjà une expérience, sinon il faudra qu'il fasse tout le processus. On est sur quel ordre de budget? Je peux te le dire très précisément, j'ai aucun tabou, ça a coûté 200 000 euros. Le projet, avec l'inflation, avec les problèmes du Covid et mon itinéraire initial, donc en voulant passer par Axel Heiberg, j'étais passé à plus d'un demi-million. Alors, c'est quoi cette différence? C'est quoi? C'est parce que ça nécessite plus de secours, ça nécessite plus de temps pour y accéder, ça nécessite un acheminement différent? Qu'est-ce qui justifie une telle différence de coût? C'est exactement ça, en fait. C'est très très loin. C'est quelque chose qui est très isolé, où très peu de gens le font. Je crois que ça se compte, peut-être pas sur les doigts d'une main, mais je crois que ça se compte en moins de 50 personnes dans l'histoire à avoir monté, euh, en comptant Amundsen et son équipe y compris, qui ont monté cet itinéraire-là. Donc c'est quelque chose de très complexe, donc qui est très éloigné, donc ça demande beaucoup de fuel, beaucoup de kérosène. Et il y a surtout, je crois qu'il y avait 100 000 dollars qui étaient seulement prévus au cas où si j'échouais pour avoir le budget pour venir me chercher. Donc en fait, c'est aussi à un moment donné, bah, jusqu'où on veut vraiment que le projet aille. Est-ce que dans tous les cas, je me dis, bah, je veux absolument financer ces un demi-million et si j'arrive pas, bah, je pars pas. Bah non, c'est aussi te dire, bah, notre projet, peut-être qu'il est plus grand que ça. Bah, peut-être que tu vas passer par une voie qui est plus classique que la voie que Mathieu avait choisie, Hercule Inlet. Bon, bah voilà, je décide de faire la même. Ça changera pas grand-chose. C'est dommage, mais c'est comme dans tout projet, comme tu dis, quand tu crées une entreprise, bah, il y a des fois, tu as un rêve, un objectif, une liste au Père Noël. Et puis tu pivotes en Et des fonction fois, il faut de... faire des Tu concessions. pivotes, voilà, Et voilà. exactement. Mais je te rejoins aussi carrément sur tu vois, le côté de l'entrepreneuriat, le côté de réussir à créer une entreprise. Moi qui suis ingénieur de formation dans l'industrie, en fait, ça a été aussi un de mes moteurs, un de mes points forts. Parce que bah, quand on commence à créer une entreprise sur deux choses, on se dit bah, quels sont mes points forts, mes points faibles. Moi, mon point fort, ça a aussi essayé de trouver encore une fois un lien, non pas avec des personnes, mais avec un autre milieu. Et aujourd'hui, moi, je fais alors des ateliers. Je ne suis pas encore à faire des séminaires, mais on fait des ateliers dans des entreprises pour parler du milieu polaire. Alors, de milieu montagne, ça pourrait aussi marcher, mais essayer de montrer les similitudes qu'on peut avoir dans la gestion des risques, dans l'incertitude, dans la prise de décision, le stress, avec une équipe, quand on est en solitaire. Et donc, en fait, au début, les premiers que je suis allé voir m'ont dit, bah, je ne vois pas forcément le lien, pourquoi pas, on peut essayer. Et en fait, ils m'ont envoyé leurs problématiques industrielles, on a commencé à travailler. Et derrière, en fait, mais c'est génial, les gens arrivent vraiment à faire le pont, on arrive à s'identifier, c'est ludique. Et là, derrière, ça a été un outil pour moi de me dire, bah, voilà, il y a peut-être moyen aussi d'aller chercher des sous, d'arriver à ma finalité comme ça. Mais du coup, il y a aussi potentiellement la possibilité d'embarquer des gens dans un projet, que les gens puissent s'identifier, qu'ils puissent se sentir dans l'expédition. Et quand j'ai reçu des messages en Antarctique, les gens me disent, mais c'est génial, je suis avec mes enfants devant mon écran tous les matins, on regarde où est le point GPS. Et Ah c'est non, mais c'est génial. addictif, hein, c'est clair. Non, non, puis c'est addictif pour les suiveurs et pour les passionnés. Et puis pour toi, c'est hyper motivant de savoir que tu es tout seul, effectivement. Tu es tout seul, au milieu de nulle part, mais en même temps que tu as des gens qui, quelque part au-dessus de toi, te suivent. Et puis on va rentrer un peu plus vraiment là maintenant dans le... Alors déjà, merci pour ta transparence et ton honnêteté vis-à-vis de ça. Mais là, on va plus rentrer dans l'aventure. Le moment où tu décolles, où tu pars. Ça devient concret et le moment où tu arrives en Antarctique, combien de temps il t'a fallu jusqu'au jour du départ, c'est-à-dire au moment où tu as atterri, parce que je crois qu'il y a quand même tout un passage obligé également, hein. Je crois qu'il y a très peu d'endroits en Amérique du Sud d'où tu décolles pour accéder en Antarctique, il n'y en a même peut-être qu'un seul de ce que j'ai pu lire. Donc tu arrives en Antarctique et il se passe combien de temps avant ton réel jour de départ? C'est exactement ça. Il y a un seul, alors d'accès du Chili, il y a qu'une seule ville, c'est Punta Arenas. C'est Donc je suis ça. arrivé à Punta Arenas le 11 novembre, où là j'ai justement fait toutes mes dernières vérifications. Mon matériel était déjà arrivé, je l'avais envoyé déjà 3 mois avant. Donc là, c'est finir de préparer toute la poulka, d'acheter toute la nourriture périssable, de pouvoir entreposer mes petits beurres bretons que j'avais ramenés en même temps avec moi, qui ont difficilement passé la douane, Ah ouais, mais c'est ça, c'est passé sûr. quand même. Et donc, je suis arrivé en Antarctique le 18, donc une semaine plus tard, et mon expédition a commencé le 21, donc
3 jours plus tard. Donc ça a été vraiment un processus assez lent, mais qui à la fois m'a permis en fait de psychologiquement me préparer. Quand je te dis, tu vois, ça fait 4 ans que cette expédition-là, je la prépare. Bah, en fait, à la fin de ces 4 ans-là, franchement, tu es fatigué. T'as envie d'y aller, quoi. Oui, c'est comme une compétition, quoi. T'as envie de partir, ouais. Et ça, et puis, en vrai, même pas, tu vois, c'est mentalement, bah, c'est fini, la préparation. Donc, bah, maintenant, Quelquefois, j'ai envie de me alors, tu reposer, sais, tu vois. quelquefois, dans une préparation, on dit que c'est la préparation peut-être parfois plus dure que le projet en lui-même, en tout cas la finalité, qui est la concrétisation du projet. Quand on va au pôle sud avec les températures que tu as dû affronter, les crevasses, comme tu l'as dit, un terrain totalement vierge et probablement un voile blanc régulièrement, est-ce que ça a été le cas pour toi ou est-ce que c'était bien plus dur que tu ne l'avais imaginé? Je pense que c'est pas comparable dans le sens où avant, c'est vraiment du stress, enfin, en fait, c'est vraiment une résilience. Alors, je dirais que c'est la même chose en Antarctique, mais il y a quelque chose qui est quand même très différent. Tu es dans ton confort en France, c'est moins concret, mais c'est tout aussi compliqué parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui veulent tenter ce genre de choses échouent dans cette première aventure. Exactement, exactement. Et donc, déjà, arriver de poser mon pied en Antarctique, même pas au début de l'expédition, mais en Antarctique, c'était déjà une victoire. Et après, bah, c'est sûr que quand l'avion, le petit Twin Otter, il te dépose et puis il part à l'infini, et que tu te retournes autour de toi, tu vois rien, et tu dis, bah là, ok, bah, je suis là, et maintenant, bah, faut y aller. Et là, c'est incroyable. Et c'est incroyable justement, donc le premier pas, enfin, est-ce que tu pars de ton point de départ? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais est-ce que c'est une dépose en avion ou en hélicoptère qui t'amène au point de départ? Ou est-ce que tu pars vraiment du lieu où tu as stationné toutes tes affaires? Comment se passe le départ? Alors, donc, il y a un point, on arrive, donc, qui s'appelle Innen Glacier, qui est un grand camp de base où, en fait, là, il y a beaucoup de logistique, il y a vraiment toute la sécurité. Et toutes les personnes qui s'apprêtent à partir également. C'est ça, exactement. Tout le monde se prépare à cet endroit-là. Omar est parti à cet endroit-là. On est tous partis ici. Et donc après, on est amené avec un tout petit avion. Donc là, on était trois à l'intérieur pour mon point de départ, à l'arrivée. Et donc voilà, on dit bah aujourd'hui vous décollez, donc vous rangez votre toile de tente, finissez de tout préparer et vous décollez dans la matinée. Donc là, on m'amène jusqu'au point qui s'appelle Hercule Inlet. Et là, une fois que bah, tu es emmené à ce point-là, bah, là c'est parti. L'avion part. Voilà, ma question c'était ça. L'avion part. Et t'es comment dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que t'es focus, tu te mets en ordre de marche et tu prends ta destination, ta direction et tu te pars? Ou est-ce que tu intellectualises un petit peu l'instant en prenant une respiration ou deux, en regardant l'horizon à 360 et en te remémorant les 4 années qui sont derrière toi? Il y a plusieurs choses. Déjà, contrairement à Vincent, tu vois, moi, j'ai pas cette notion de aller plus vite, donc j'ai le temps. C'est-à-dire que j'avais prévu d'avoir le temps. J'aurais pu, peut-être, oui, pas le faire en 22 jours, mais en le faire un peu moins. Mais là, l'objectif pour moi, c'était vraiment de pouvoir le vivre concrètement. Juste avant que je prenne ce petit avion pour m'emmener jusqu'au point de départ, j'ai appelé ma chérie une dernière fois. Et même en France et avant, j'avais pas forcément. Alors, j'avais eu de l'émotion, bien sûr, mais je pense que mentalement, je ne me rendais pas forcément compte ou je me voyais peut-être la face. Et là, quand ils ont pris ma poulka, ma luge, ils l'ont amené à l'avion, là, je me suis effondré en larmes. Mais j'ai tout lâché, toutes les émotions, je me suis dit, waouh, j'y suis, quoi. C'est un truc de fou. Là, c'est hyper, hyper concret. Et en fait, dès que je suis monté dans ce petit avion, mentalement, j'étais prêt. Et donc là, j'ai atterri, j'ai préparé mes affaires, l'avion est parti, j'ai quand même profité pour regarder autour de moi, pour le voir partir, etc. Mais là, après, j'ai mis mon mousqueton sur ma poulka, je suis parti et mentalement, j'étais dedans. Bon, alors ça, c'est des moments qui sont... Enfin, en tout cas, moi, ça a été une des motivations de créer ce podcast, c'est pour partager ces moments-là d'émotion. Je sais qu'on me reproche parfois de parler trop d'émotions dans mon podcast, mais c'est mon moteur. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de comprendre ces instants-là. Et puis, donc, comme tu l'as dit, tu te mets en ordre de marche. Donc, tu avais prévu 53 jours, donc ça veut dire autant de rations. De rations, tu avais prévu un petit rabais en plus ou pas? Ouais, l'objectif pour moi était de le faire en 50 jours. 50 jours, voilà, c'est ça. Ouais. Après, j'avais 53 jours de nourriture, donc j'avais 3 petits jours de plus. Après, au final, je l'aurais fait en 48, donc ça a plutôt bien marché. Et alors, qu'est-ce qui... on va pas détailler chaque jour, bien évidemment, mais s'il y a des anecdotes que tu peux ressortir durant ces 48 jours, de danger peut-être, mais aussi ces émotions qui ont généré cette solitude, comme tu l'as dit, ce jour blanc probablement. Est-ce qu'il y a des jours où tu as dû rester sous ton bivouac parce que la météo était trop hostile? Ouais, il y a vraiment, en fait, on passe vraiment par toutes les émotions, donc je pourrais t'en donner tellement, mais c'est vrai que là, les choses qui, moi, m'ont vraiment beaucoup marqué pendant l'expédition et aussi marqué le staff et les gens autour de moi, ça a été
ma casse au niveau du matériel, et ma perte de fuel. En fait, c'est quelques jours avant d'atteindre la moitié de l'expédition. Alors, je me suis rendu compte, après avoir vécu dans le whiteout, donc dans les tempêtes, les jours blancs, pendant plus d'une semaine, j'ai fait à peu près environ un tiers de toute mon expédition dans des jours blancs. C'est-à-dire où on voit vraiment rien. La moitié du temps avec du mauvais temps. Après, la moitié avec du soleil. Il faut aussi voir le côté positif. Mais voilà, ça a été difficile. J'ai ouvert ma poulka, ça sentait l'essence partout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai perdu 2 litres et demi de fuel. Pour ceux qui comprennent pas forcément ce que ça veut dire 2 litres et demi de fuel, c'est 12 jours d'autonomie avec une consommation d'expédition classique, on va dire. Donc, ce que j'utilisais. Donc là, mentalement, se dire, bah voilà, j'ai Et 12 c'était dû à jours en quoi? moins. C'était dû à quoi, Pierre? C'est quoi? C'est un mauvais vissage d'une. Comment est arrivée cette perte de Vraiment, fuel? après analyse avec du recul, je pense que voilà, j'ai peut-être mal fermé un ébouchon. Le fait d'avoir des sastrugi et donc des bosses qui viennent faire vibrer la poulka, Ah, ouais. elle s'est retournée aussi une fois complètement. Donc voilà, j'ai regardé. Je pense que du coup, ça s'est ouvert. Quand on laisse de l'essence dans un bidon comme ça, bah, aussi l'essence s'évapore, même s'il fait froid. Donc j'ai eu de la chance, aucun de mes aliments n'a été infecté par, Elle était par le contaminée? fuel. Ouais. Mais par contre, ouais, tout sentait le fuel, donc c'était un peu la cata. Et donc là, ça veut dire mentalement, bah, c'est 12 jours de moins, donc il faut que j'arrive 12 jours plus tôt. Ou alors que j'arrive à me rationner et à faire mieux. Et donc là, dès que j'ai eu ça, il a fallu que je me dise, OK, maintenant je dois accélérer. Je dois aller plus vite. Mais qui dit aller plus vite, dit aussi sûrement faire des erreurs, Ouais. Ah ou oui. en tout cas être moins attentionné sur le matériel ou essayer d'aller un peu plus fort. Et derrière, ça a aussi engendré le fait que j'ai mes fixations de ski qui ont cassé plusieurs fois. Et donc, je me suis retrouvé dans un paradoxe mental assez compliqué qui m'a mis en pression vraiment toute l'expédition. D'un côté, la paire de fuel me demandait d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite, de manger froid. Donc maintenant, tous les soirs, au lieu de faire bouillir en mono, c'est dès que je voyais une petite bulle au fond de l'eau, je coupais. Et donc, le soir, c'était de l'eau à moitié tiède. Et toute la journée, le lendemain, c'était de l'eau froide. Quand il fait 5 degrés, bon, ça va. Quand il en fait moins 30, c'est pas le même délire. Et de l'autre côté, mes fixations, donc que j'ai réussi à réparer plusieurs fois, casser de nouveau, réparer, etc. Donc, il me demandait d'aller beaucoup plus lentement. Un matériel qui était fragile, donc de devoir décélérer. Donc, d'un côté, je dois accélérer, de l'autre, je dois décélérer. Et en fait, tu n'arrives jamais à trouver l'équilibre. Et je me suis dit, bah, maintenant, il faut que j'accélère, parce que de toute manière, si j'accélère pas, je n'arriverai pas à finir. Donc, j'accélère en ayant le risque que potentiellement mes skis cassent, mais maintenant, je ne peux plus les réparer. Ça fait déjà 4 fois que je les répare et j'y arrive plus. Donc, il faut que je sois capable de finir à pied. Et il y a un jour, je me souviendrai toute ma vie, c'est le 1er janvier 2024. Mes skis ont complètement cassé. Et je me suis dit, bah voilà, maintenant, je dois marcher. Et c'était horrible parce qu'il y avait whiteout, du blanc total, du vent, il neigeait, je voyais absolument rien. Et en fait, en marchant, j'ai commencé à avoir froid. Et pour ceux qui comprennent vraiment ce que ça veut dire d'avoir froid quand on est dans l'effort, en fait, tu dis si je continue à avancer, je vais juste crever. Parce que je vais juste mourir de froid en fait en Ouais. hypothermie. Hypothermie, Donc ouais. je me suis tout de suite arrêté, au bout de 3 heures quand même, mais je me suis arrêté. J'ai monté ma tente, et là tu te sens vraiment seul. Et tu te dis, bah voilà, maintenant il faut que je trouve une solution. Donc j'ai récupéré mes fixations qui étaient cassées, les outils que j'avais réussi à casser aussi, ça rien n'allait de ce point de vue-là. Et j'ai récupéré des outils de mon réchaud que j'ai limé, j'ai essayé de faire un tournevis avec un des outils, et j'ai réussi à faire une fixation de fortune avec une fixation qui était déjà cassée. Et ça a tenu jusqu'au pôle, et j'avais quand même 130 km à faire. Et du coup, sur ces 130 km, je me disais, bah voilà, si je dois m'arrêter, si là, bah, je recasse à nouveau, bah, j'aurai plus de solution. Donc, c'est réussir à être hyper résilient, avoir cette pression, l'encouragement aussi de tous les proches, des gens qui suivent. Et c'est que 48 heures avant d'arriver au pôle Sud, quand il me restait 40 km à faire, pardon, où je me suis dit, bah voilà, j'ai encore 5 jours de fuel euh, qui me restent, vraiment en consommant un rien. Il me reste donc 40 km, donc je devrais réussir à le faire à pied. Et là, pendant 2 jours, ça a été du bonheur. Et je pense que voilà, j'ai même voulu à un moment donné me dire, est-ce que je ralentis? Est-ce que Ah, j'ai alors juste ça, pas c'est... profité de ces deux Alors, jours? c'est vrai que pour ceux qui écoutent le podcast, je suis certain. Alors, il y a déjà des auditeurs. J'ai essayé de ne pas utiliser le mot très certainement dans mes remarques avec toi, Pierre, parce qu'il y a des auditeurs que j'ai croisés à Annecy la semaine dernière qui m'ont dit tu as un tic de conversation, c'est que tu dis très souvent très certainement. Donc, j'ai essayé de pas trop le dire dans cet épisode, mais je pense que ces fidèles auditeurs et auditrices vont savoir, s'attendre à la question, c'est-à-dire que je demande souvent cette question-là, c'est
quand tu fais ce genre d'aventure, tu sais que tu vas finir non pas quand le moment où tu termines ou tu arrives à destination, mais la veille, 48 heures avant, voilà, où tu prends conscience. Et tu l'as parfaitement expliqué, au point que certains même ralentissent pour faire une nuit de plus en bivouac et en profiter encore un peu plus. Donc tu l'as parfaitement expliqué, mais quand tu détaillais justement tous les soucis que tu as eu mécaniques, moi je pense à la charge mentale que cela engendre. Parce que je dois faire attention à mon fuel, il faut que je répare mon ski, les outils pour réparer mes skis sont cassés, donc il faut que je répare avec des outils cassés. Euh, donc ça a dû être une charge mentale incroyable et tu as trouvé les ressources pour trouver les solutions et arriver au bout. Et ça c'est une confiance en toi et une sérénité qui vont te poursuivre tout le reste de ta vie, très clairement. Mais est-ce que même dans ces moments-là, alors je ne sais pas si on peut dire profiter parce que c'était quand même un milieu hostile, hein, là quand tu nous expliques le froid, alors c'est vrai que avoir froid par 5 degrés en France c'est une chose, mais avoir froid par moins 30 degrés ou moins 35 alors que tu es loin de tout et que tu peux pas rentrer au chaud dans un coffee shop te réchauffer, c'est autre chose. Est-ce que tu profitais quand même de l'instant? Ouais, complètement. En fait, ça a toujours été dur, mais je pense que c'est nécessaire d'être une personne plutôt positive, ou en tout cas d'aller chercher la moindre chose positive là-dedans. Tu vois, quand j'ai cassé mon ski, je me suis dit, bah non, c'est bon, je pose ma tente, tant pis, j'ai une demi-journée de moins, mais je peux pas avancer. Bah, au fond, je me suis dit, bah c'est bien, ça m'a laissé le temps d'appeler ma chérie, d'avoir une demi-journée de repos et de me dire, bah, voilà, si j'arrive à réparer, demain, je repars de plus belle. Et en fait, il faut à chaque fois essayer de trouver, même si c'est biaisé, même si au final, on peut dire, mais non, t'es dans la merde, t'es au fond, il n'y a rien de positif. Bah, être tout au fond, tu dis, bah, tu peux pas être plus bas et j'arriverai à trouver un truc un peu mieux. Et juste ces tout petits plaisirs, manger, tellement important. Alors, très franco-français, ce problème, mais la bouffe, ça a tellement bien marché. J'ai pas eu de gros problèmes physiques, j'ai eu quelques petites blessures, quelques trucs que j'ai attrapés aux cuisses, mais vraiment de ce côté-là, ça a bien fonctionné. Donc voilà, faut s'appuyer sur les choses qui se passent bien. Pendant l'expédition, je me suis posé la question du est-ce que si j'avais la possibilité de le refaire plus tard, est-ce que je le referais? Clairement, c'était tellement non. Mais tu vois, arrivé au pôle Sud, je me suis dit, est-ce que j'avais la possibilité, je le referais? Je me dis, mais tellement oui. C'était juste incroyable à vivre. J'ose imaginer ces sensations et justement ces 2 derniers jours ont dû être tournés vers le fait de profiter, de repenser à ces 4 années d'acharnement hein, pour faire sortir un projet comme celui-ci avec un budget conséquent, constituer aussi une équipe, faire face au grand froid, à toutes les phases de préparation aussi que tu nous expliquais. Hein. Il y a eu toutes ces phases de préparation. Donc là aussi, c'est du temps, c'est des sacrifices également au niveau de la famille, hein, tous ces déplacements à l'étranger pour préparer l'aventure. Et quand tu arrives et que tu vois cette boule hein, qui symbolise le pôle sud, c'est quoi? Tu t'arrêtes, tu l'observes en disant j'en profite avant de la toucher, tu cours sur elle, comment se passent ces derniers instants, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Surtout que c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'en fait, avant même d'arriver sur le pôle sud cérémonial, du coup, avec cette fameuse boule et les drapeaux qui sont vraiment le rêve, quoi. En fait, on passe déjà par le campement donc de Haeli, donc là où on a les tentes. Donc en fait, on a une personne qui nous accueille et on a déjà appelé par téléphone satellite en disant j'arrive. Et déjà cet appel, alors très drôle, c'est C'est que mon concret, téléphone c'est satellite, je l'avais concret. mis Ouais. à l'extérieur de ma poulka, je l'avais accroché en me disant bah, c'est bon, parfait. Comme ça, dès que j'arrive, j'ai pas besoin de refouiller dedans et tout, c'est prêt. Ouais, bah, il faisait -30, mon téléphone satellite était en rade. Donc tu te dis merde, faut que je réussisse à le réchauffer. Voilà, c'est pas terminé, je suis pas arrivé, il me reste 2 kilomètres, mais c'est pas fini, concentre-toi. Et donc d'avoir déjà quelqu'un qui t'accueille et qui dit félicitations, t'es arrivé, c'est incroyable. Le pôle sud est là-bas, maintenant il te reste 1 kilomètre, donc bouge ton cul et vas-y, ne t'arrête pas dans Incroyable. la toile. Et là, ouais, c'est incroyable. On m'a demandé, est-ce que tu veux qu'on t'amène ta poulka jusqu'au bout? Je dis, vous rigolez, ça fait 48 jours que je marche. Avec ma poulka, je vais pas vous la laisser pour que vous l'ameniez en motoneige. Non, c'est gentil, mais non. Et ouais, quand tu arrives, bah là, c'est de l'émotion. Je sais pas si j'ai couru vers ou pas, mais en tout cas, je me suis dit, voilà, j'y vais, j'y vais. J'ai juste lancé une musique, la musique que je voulais en arrivant au pôle. Et là, tu repenses à tout ce que tu as vécu à ces 4 années, à toute l'expé, à toutes les merdes, et tu dis waouh. Et là, franchement, oui, j'ai pas honte de le dire, je me suis écroulé, j'ai pleuré dans tous les sens, ça fait un bien fou.
très rapidement, j'ai appelé mes proches qui eux aussi attendaient parce qu'ils voyaient la trace GPS, ils voyaient ce point qui se rapprochait de plus en plus. Et du coup, voilà, ils attendaient tous ensemble. Il y a une grande partie de l'équipe qui a réussi à se rassembler au même endroit pour pouvoir fêter ça. Et ouais, là, même moi, j'ai ressenti, alors j'étais complètement ému, mais j'ai senti aussi l'émotion qu'il y avait en France. Et ouais, c'est un moment incroyable à vivre. Et comment se passent les jours d'après? Parce que tu rentres pas tout de suite, hein, je crois que tu restes quand même quelques temps sur site avant d'être rapatrié au Chili. Ouais, Mais, j'ai eu la chance de pouvoir être vraiment quelques temps au pôle Sud. et profiter pleinement. Euh, je suis resté 5 jours en tout au pôle Sud, ce qui est vraiment une chance. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et ce qui était très bien, c'est que quand je suis arrivé, j'étais tout seul. C'est-à-dire que, il y avait le staff de 5 personnes et moi. Et donc, ça m'a vraiment permis de prendre le temps, de pouvoir aller faire des photos, de pouvoir aussi être seul à certains moments, de pouvoir bien sûr aller skier. Alors T'es certains diront retourné? que eux, ils ont été dégoûtés. Vincent, je sais qu'il voulait plus y retoucher à ses skis quand il est arrivé. Je lui ai proposé d'aller faire des petits tours de ski. Il m'a dit non, je ne touche plus à mes skis. Mais tu vois, le fait d'avoir pris un peu mon temps, il y en a qui font des gros rushs, tu sais, à la fin d'une expédition pour éviter de faire une nuit de plus. Bah, moi, je me suis arrêté la dernière nuit à 13 kilomètres du pôle. Je me suis dit, bah, je pourrais possiblement les faire en 4 heures, mais non, je préfère voilà, m'arrêter, prendre le temps et y repartir demain. Donc, j'ai pas été dégoûté du ski, j'ai continué à en faire, je me suis baladé, j'ai pris du plaisir, j'ai recommencé à rencontrer des gens, à être de plus en plus sociable, on va dire ça aussi comme ça. Oui, parce qu'il y a cette solitude, hein, les solitudes dont tu parlais en tout début d'épisode. Comment tu as fait face à cette solitude extrême, extrême, vraiment tu peux pas, même si tu appelles quelqu'un, on vient pas te chercher comme ça dans la minute, quoi. Enfin, il y a vraiment, hormis cette notion de danger, il y a cette solitude. Il y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit autour de toi, si ce n'est le vent dans ta toile de tente. Mais ça aussi, est-ce que mentalement, ça t'a joué des tours? Est-ce que tu as eu des hallucinations auditives avec la fatigue parfois? Ou est-ce que tu as vraiment... comment est-ce que tu as géré ça? Il y a plusieurs astuces pour réussir à le gérer. Alors, déjà, ce que je me suis dit, c'est que j'étais pas seul, mais cette notion de vide, cette notion d'espace, j'avais pu le vivre au Groenland. Et donc, certaines fois, au Groenland, j'ai juste à mon groupe, bon, les gars, c'est pas contre vous, mais juste aujourd'hui, c'est moi qui suis devant, c'est moi qui guide. Je fais comme si vous n'étiez pas là. Donc, vraiment, pour avoir cette notion-là. Et là où ça a été vraiment très intéressant, pour moi, ça a été vraiment obligatoire de passer par ça, on a fait en fait en amont un travail avec mon coach mental sur de l'hypnose. Alors moi, je suis quelqu'un de très pragmatique à la base, très cartésien, et c'est vrai qu'au début, j'étais en mode, bon, bah, l'hypnose, c'est gentil, mais bon, j'y crois pas trop, ou, voilà, je suis pas trop là-dedans. Et en fait, j'ai été très, très réceptif très rapidement, même à réussir à faire de l'auto-hypnose rapidement. Et en fait, tout au long de mes journées, quand les tempêtes étaient pas trop fortes, j'arrivais à rentrer en auto-hypnose toute la journée. Et là, en fait, où j'ai vraiment réussi, et grâce à mon coach préparateur mental, comment dire, à trouver un biais, c'était je regardais ma boussole, donc j'étais en hypnose, donc c'est-à-dire je marchais de manière mécanique sans y réfléchir, et je regardais ma boussole, parce que quand il y a du white-out, du blanc total, de toute façon, tu n'as que ça à regarder au bout de tes skis. Donc je regardais l'aiguille de ma boussole, et en fait, je m'étais donné une certaine tolérance où ma boussole, où l'aiguille avait le droit de bouger. Parce que bah, comme tu marches, les sastrugi, etc., ça bouge un petit peu. Et donc, en fait, tant que mon aiguille reste dans cette tolérance, je reste en hypnose. Donc là, tu peux réfléchir à autre chose, tu penses, voilà, tu veux vraiment ailleurs. Et au moment où j'arrivais à capter que mon aiguille était à l'extérieur de cette tolérance-là, je me réveillais pour me recaler et repartir. Et donc, en fait, il y a certaines journées où pas besoin d'écouter musique, rien du tout, juste, bah, voilà, tu es Concentré, ailleurs, ouais. tu penses à autre chose et le corps avance mécaniquement. Donc la solitude, de ce point de vue-là, j'ai réussi à le vivre. Le fait aussi de pouvoir avoir du contact avec mes proches. Alors bien sûr, il n'y a pas Internet, hein, je recevais des mails, j'arrivais à envoyer des photos de très mauvaise qualité, mais j'arrivais à le faire. Ça aussi ça enlève aussi un petit côté de cette solitude. Mais il y a vraiment un jour où je l'ai vraiment ressenti. C'est la première fois où la veille, il avait neigé, donc j'avais un sol qui était immaculé, vraiment blanc et totalement plat, aucune aspérité, et un ciel avec aucun nuage. Et là, à un moment donné, je me suis juste arrêté au bout de 5 heures en me disant, ça fait 5 heures que j'avance pas, quoi. J'ai aucun repère visuel. Et là, il n'y a pas de bruit, pas de vent, rien. Et là, sans exagérer, j'ai vraiment commencé à me faire une micro-crise d'angoisse. Mon cœur a commencé à s'emballer et là, j'entendais mon cœur, quoi. Et tu dis, mais il n'y a rien, il fait pas si froid, il fait beau, il n'y a pas de vent, genre juste profite, c'est génial. Et là, tu te dis, waouh, je suis vraiment au milieu de rien et là, je suis vraiment seul. Ouais, c'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage. C'était quoi, Pierre, la température moyenne sur ta traversée?
Et la température moyenne est le plus bas que tu aies connu. Alors, je dirais entre du moins 20 et du moins 22 en température moyenne, sur toute l'expédition. La température la plus basse que j'ai eue, finalement, ça allait, c'était du moins 28. Après, j'ai eu du ressenti moins 42. Et là, Ressenti ça moins piquait. 42, ça Ouais, c'est commence dur. vraiment à taper. Mais sinon, non, j'ai eu la chance vraiment sur la fin de mon expédition. J'ai eu des bonnes conditions, c'est-à-dire peu de vent avec du très grand froid. Donc on se rapprochait des moins 30. Par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de white-out. J'ai fait au moins un tiers, après analyse, un tiers de mon expédition en total white-out et la moitié avec du mauvais temps, quoi. Ouais, donc beaucoup de persévérance et de résilience. On arrive sur la fin de l'épisode, Pierre. Est-ce que le Pierre qui touche la boule argentée au pôle sud, est-ce que c'est le même que celui il y a 4 ans lors d'une soirée se dit, et si on allait au pôle sud? Qu'est-ce qu'il a appris sur lui, Pierre? Ah, et c'est tellement différent, j'ai appris tellement de choses. Déjà, j'ai appris à m'exprimer. Non, j'ai appris tellement de choses, j'ai fait tellement de belles rencontres. C'est vraiment une prise de recul. Enfin, en fait, d'un côté, le Covid m'a un peu sacrifié une partie de ma vie étudiante, et en même temps, ça a été juste la meilleure expérience de ma vie, ou en tout cas pour l'instant. Et ouais, je pense que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Je me suis surtout renforcé dans la personne que j'étais. Le fait d'avoir eu des expériences aussi avant, où bah, à moindre échelle, mais voilà, le Mont Blanc, j'ai pu ressortir de mes retranchements aussi, le Kilimandjaro pareil. J'ai fait aussi un peu de parcours militaire dans la réserve, donc j'ai fait des formations où j'ai pu aller au plus profond de moi-même, ou en tout cas essayer de l'atteindre. Et c'est vrai qu'en Antarctique, je me suis pas découvert. Je me suis pas dit, oui, maintenant je veux tout quitter, je veux partir élever des chèvres, je sais pas où. Alors, très bien pour ceux qui le font, mais je me suis pas dit, voilà, je vais totalement changer de vie. Mais je me suis dit, bah ouais, maintenant je me réconforte dans la personne que je suis. Je pense que ça m'a fait énormément mûrir, énormément grandir. Et voilà, ces expériences-là, je sais que je vais continuer à les faire, que j'ai envie de les partager. Là, les projets maintenant, ça va être aussi de partir faire du guidage, de pouvoir emmener des gens dans ces milieux-là pour pouvoir leur faire découvrir cet environnement et pourquoi pas retourner en Antarctique. Mais voilà, ça a été surtout beaucoup de partage, beaucoup d'expériences communes. Et je pense que c'est vraiment ça que j'en retiens. Bon, un grand merci pour ton témoignage. Un grand bravo pour ce que tu as réalisé. Moi, c'est vrai que ce genre d'aventure, et je pense que je suis très clairement pas le seul, fait rêver. Hein. Je le dis régulièrement aux invités que je rencontre, mais en fait, le podcast n'est pour moi qu'une excuse pour rencontrer des gens, en fait, tout simplement, et de rencontrer des belles personnes qui réussissent des choses incroyables. Donc, un grand bravo pour ça. Où est-ce qu'on peut te suivre, Pierre? Où est-ce qu'on peut, que les auditeurs et auditrices, où est-ce qu'ils peuvent t'envoyer des messages, des témoignages? Alors, bah déjà, merci beaucoup parce que c'était vraiment hyper cool de faire ce podcast-là. C'était un vrai plaisir. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Expédition Polheim, donc Expédition et puis Polheim, Polheim. Après, il y a les informations sur le site. Il y a aussi mon adresse mail si les gens veulent rentrer en contact avec moi. Je sais que là, on est en train de réaliser aussi un film sur l'expédition, un documentaire qui devrait te plaire parce que surtout du côté émotionnel. C'est vraiment l'objectif, non pas l'objectif d'expliquer aux gens comment partir en Antarctique, mais plus de comprendre tous les mécanismes mentaux par lesquels on peut passer et toute la difficulté que c'est. Déjà un an avant l'expédition, parce que les images ont commencé à être tournées avant que je parte, un an avant. Donc voilà, il y aura aussi ça pour pouvoir partager, pour pouvoir comprendre aussi ce qu'on peut vivre dans ce genre d'expédition. Ouais, tu sais, on a toujours tendance à poser la question aux gens comme toi qui viennent de faire une expédition formidable. Je te la poserai pas, hein, mais on a toujours tendance à demander alors c'est quoi la suite? C'est quoi le prochain projet? Et je sais que pour ce genre d'expédition que tu viens de réaliser, je te poserai pas la question parce que je sais déjà il faut bien la terminer. Donc il faut bien prendre le temps désormais de réaliser ce qui vient d'être fait et ne pas passer tout de suite sans s'être reposé et d'avoir accepté ce qui vient d'être réalisé, et puis surtout le partager. Et c'était une de tes valeurs de départ, que ce soit à travers un livre, que ce soit à travers des conférences, que ce soit à travers un documentaire. Mais désormais, le temps va être consacré à ça, et puis tu auras bien le temps de préparer un autre projet. Et je serai ravi de t'avoir à nouveau pour que tu nous le partages sur le podcast. Mais en tout cas, voilà. On arrive sur la fin de l'épisode, Pierre. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur pour cette année qui a débuté depuis quelques semaines au moment où on enregistre, mais on est quand même en tout début d'année. Donc, tout le meilleur pour la suite, et puis un grand bravo et un grand merci. Merci à toi, Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site
ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.